a la grande joie d'accueillir 3 femmes pour discuter ensemble des écoféminismes, de leur histoire et de leur résurgence dans le contexte actuel. Ce vaste mouvement qui a été initié au début des années 1970 n'est jamais réellement parvenu à s'implanter ici dans nos pays occidentaux. Et ensemble, nous allons tâcher de comprendre pourquoi. Donc on va discuter ensemble avec Bénédicte Zitouni, avec Isabelle Stengers et avec Myriam Baafou. Et c'est de l'héritage de ces luttes et des premiers combats écoféministes, dont il s'agit de s'inspirer pour se réapproprier notre pouvoir d'agir. Maya. Nous sommes tous des sauvages. Joséphine Bacon. Une douleur se fige, sans pouvoir raconter, qu'un hier lui échappe. Je rêve d'un seul récit qui dicterait sans faute toute une vie vécue. Tu ne me regardes pas. Tu ne me vois pas. Tu ne m'entends pas. Tu ne m'écoutes pas. Tu ne me parles pas. Tu es ici, en conquérant de ma terre. Tu m'emprisonnes dans ma terre. Tu me prives de mon identité. Tu me prives de mon territoire. Tu m'enchaînes dans des réserves que tu as créées. Tu veux être maître de mon esprit. Qui suis-je ? Tu ne me connais pas. Tu m'appelles Montagnier. Tu m'appelles Cri. Tu m'appelles Tête de boule. Tu m'appelles Algonquin. Tu m'appelles Naskapi. Tu m'appelles Abenaki. Tu m'appelles Micmac. Tu m'appelles Huron. Tu m'appelles Iroquois. Tu ne connais pas mes légendes. Tu ne connais pas mon histoire. N'attends pas que je me fâche, telle une tornade. N'attends pas que je me libère de mes chaînes. Joséphine Bacon. Bénédicte, tu es professeure, chercheuse à l'Université Saint-Louis et par ailleurs avec Isabelle, membre du groupe d'études constructivistes. Tu as rédigé l'introduction d'un ouvrage qui s'appelle « Des femmes contre des missiles », qui est une série de témoignages de femmes qui ont lutté à l'époque autour de la réserve qui devait abriter des missiles nucléaires à Greenham Common au Royaume-Uni. Et dans ce texte, je vais en lire 2 phrases. On peut lire que l'humour et la gaieté naissent dans l'action, qui elle-même naît de la colère ressentie face à tant de menaces et de destruction planétaire. Les femmes de Greenham s'amusent, parce qu'elles prennent enfin la situation en main. Elles défient le pouvoir et se créent des identités nouvelles, ironiques, renversées, inventées à partir des positions sociétales auxquelles on les a trop souvent assignées. Ou encore une petite, autrement dit, la lutte au corps à corps livrée sur les terres de Greenham a appris aux femmes à fabuler des figures de contestation par l'exagération et l'inversion des identités dites normales, et elle leur a appris à y prendre du plaisir. Alors, lorsque tu parles de cette lutte, tu utilises le terme de pacte jouissif pour qualifier la sororité qui a déclenché cette gêne et cette hostilité, notamment de la part des institutions. Margaret Thatcher dit que ça a été un de ses pires cauchemars, les femmes de Greenham Common. Alors,
ici, nous, on est là pour parler de réactiver les joies énergiques de nos luttes. Du coup, ça nous parle, évidemment. Donc évidemment, j'aurais envie de tout de suite embrayer et dire quel est ce pacte jouissif, mais tu m'as aussi demandé d'introduire un tout petit peu les écoféminismes et de là où je parle, qui sont les écoféminismes plutôt états-uniennes ou les écoféministes états-uniennes et du Royaume-Uni. Et je voudrais peut-être parler de comment je suis arrivée à Greenham Common et alors cette joie à Greenham Common, terminer là-dessus. Pour moi, en fait, je tiens à le mentionner parce que ça montre tout de suite que les écoféministes et les actions et les généalogies et les histoires sont très multiples et qu'il faut vraiment chérir ça et mettre ça à chaque fois au devant de ce qui nous lie ici. Pour moi, la rencontre avec l'écoféminisme s'est fait ailleurs, pas par Greenham Common directement, mais plutôt dans mes recherches sur l'urbanisme et sur la planification territoriale. J'étais tombée au début des années 2000 sur un livre intitulé Zoopolis qui traitait des relations interspécifiques à Los Angeles. Et ça m'intéressait puisqu'il y avait les récits de quelques actions menées dans le domaine de ces relations interspécifiques. Et là, j'ai appris une histoire qui m'a vraiment marquée. D'ailleurs, je m'en souviens encore toujours très bien aujourd'hui. Et c'est là que pour la première fois, j'ai vu ce nom écoféministe, puisque c'est une action menée par des écoféministes contre la façon dont les autorités urbaines traitaient le problème ou la question des pumas. Il faut savoir que Los Angeles, s'étendant de plus en plus dans les collines adjacentes, il y a de temps à autre un puma qui passe dans les promenades du dimanche et qui chope un gamin pour en passant. Ça n'enchante pas les promeneurs, bien évidemment, et donc ça devient la question des pumas. Et très vite, les autorités urbaines décident qu'il faut les exterminer, qu'il faut les tuer, qu'il n'y a pas le choix puisque la sécurité est en jeu. Et alors de l'autre côté, évidemment, il y a le wildlife, ceux qui protègent et qui disent mais non, c'est nous qui ne devions pas être là, etc., etc. Et tout à coup, il y a ces femmes résidant d'un des quartiers qui se disent écoféministes en passant, mais qui disent surtout, au fait, nous, on va déplacer le problème. C'est ni l'un ni l'autre. On est en colère, on en a ras-le-bol, surtout, qu'à chaque fois, on calque les solutions de la planification territoriale sur une figure qui est cet homme qui dégaine, qui prend son pistolet dès que quelque chose dérange et qui décime. Et alors, d'ailleurs, j'y ai repensé en voyant des photos des visons, des 15 millions de visons qui ont été tués au Danemark, là maintenant, pour se débarrasser donc de la mutation d'un virus. Et il y a ce geste, c'est automatique, et ils disent, mais nous, c'est ça le problème. C'est le fait que l'homme raisonnable, l'homme avec son ingénuité, c'est toujours celui-là qu'on met en scène. Et nous, en tant qu'écoféministes, c'est à ce moment-là qu'elles prennent cette parole et disent, on veut déplacer le problème et se poser la question de ce dont pourrait être rendu capable le Puma et nous-mêmes. Comment ces territorialités pourraient s'enchevêtrer de façon différente. Est-ce qu'il y a des apprentissages autres possibles? Et donc, elles vont se mettre en branle avec des éthologues pour apprendre aux pumas autre chose et apprendre aussi aux résidents autre chose dans leur promenade. Et donc, j'avais découvert ça et je trouvais ça incroyable. Moi, je trouvais le fait de déplacer ce problème, d'être ni dans le pour, le contre, un face à face, mais de vraiment dire, au fait, c'est d'autres figures qu'on veut mettre en avant et créer, au fait, des prises, et ça, j'y reviendrai, créer des prises dans une situation dont les issues sont codées. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans toutes les actions que j'ai pu voir après coup. C'est toujours ce déplacement, problématiser autrement, réactiver des pensées, des histoires et des figures autrement pour créer des prises dans une situation qui, pour le reste,
que voulez-vous qu'on fasse? Il faut bien qu'on les extermine, il n'y a rien à faire. Hein. Il faut bien qu'il y ait, au fait, l'apanage de cet homme hein, qui avance le progrès, la modernité, et tout le reste est au service de notre avancement, et le nôtre est bien étroit, puisque c'est toujours le même homme, du même homme dont on parle. Et alors, quelques années après, c'est là que je me suis dit, mais tiens, ces écoféministes, j'aimerais bien en savoir un peu plus, et que, tout simplement, j'ai commencé à découvrir, donc, un écoféminisme états-unien. Il faut bien le dire, parce qu'il y en a plein d'autres partout, et ça pullule dans tous les sens. Mais moi, c'était là, et cette histoire-là, elle est très simple, au fait. On peut quand même donner quelques balises, puisque les femmes aux États-Unis se sont revendiquées explicitement d'un moment écoféministe, après Three Mile Island, qui est une centrale nucléaire, et le quasi-accident qui a eu lieu là. Donc, on a quand même eu peur que quelque chose de pire aurait pu arriver. Quelques mois plus tard, des féministes se rassemblent au Massachusetts, elles sont quelques centaines, et elles se déclarent écoféministes. C'est le premier rassemblement écoféministe, et elles disent bien, c'est le nom qu'on donne à toutes les luttes hein, contre cette violence, hein, qui est l'apanage de cet homme à nouveau, hein, cet homme blanc qui avance. Donc là, on est en 1979, hein, donc les femmes de Los Angeles avaient repris un peu cette idée-là, qui avance sur un tas de destructions faites aux autres, au fait, et de déni et de mépris. Et donc là, c'est la guerre, le régime nucléaire, tant privé que on dit pas privé, mais on dit militaire que domestique, civil, voilà, civil. Que les féminicides, que en fait, c'est toutes sortes, le racisme, l'extractivisme, et donc c'est ça vraiment qui est annoncé au début de l'Assemblée. Et il reste 2-3 jours sur place, et on se rend compte qu'au fait, en remettant en cause, en disant l'écoféminisme, c'est le nom qu'on donne à toutes ces luttes-là, qui se rassemblent, puisque c'est cette même avancée d'une humanité qui pense que ce sont que des dommages collatéraux pour l'avancement de cette humanité-là, au fond, ce qu'elles mettent en cause, et c'est ça que j'ai trouvé assez incroyable là, au Massachusetts, quand on voit les témoignages après coup, c'est qu'elles mettent en cause la raison elle-même. La raison avec la grande majuscule, il faut être raisonnable, c'est la raison qui nous dicte telle ou telle solution. Elle refuse les solutions qui sont dictées de « il faut bien, on ne peut quand même pas accueillir la misère du monde entier » et tout ce blabla-là, au fait, elle l'écarte. Et cette raison-là, elles vont vraiment essayer de faire de la politique ou de discuter autrement. Et pendant deux jours, il y aura des workshops de poétrie, de tissage, enfin plein dont on peut dire que c'est plutôt artistique, on dirait, mais elles vont ouvrir tous les registres pour essayer de trouver d'autres façons de se connecter et d'imaginer d'autres façons d'être ou d'imaginer les problèmes qui sont les leurs, qui sont être aux prises donc de toutes ces violences dont elles parlent. Et de là est né, alors c'est vraiment lors de ce rassemblement-là, que est né un petit groupe qui va préparer avec les autres alors les actions le Pentagon Action, donc les actions du Pentagone, où en 80 et puis en 81, des centaines de femmes vont essayer, non, elles vont pas essayer, elles vont réussir à fermer les portes du Pentagone et donc à déclarer d'abord leur tristesse face à cette violence perpétrée par les hommes à l'intérieur de cet immeuble, et puis vient la colère, elles vont dire leur colère aussi, et nous n'en voulons pas, puis la défiance, nous défions le pouvoir, et finalement la joie de réussir à les défier à l'endroit même où ça se passe selon elles, là où ça se manigance. Donc ça, c'est pour les États-Unis, et puis il y a évidemment plein d'embranchements, et ça part dans tous les sens. Mais le début est assez clair, puisqu'il y a vraiment un moment d'instauration. En parallèle, il y a aussi l'écoféminisme au Royaume-Uni, et là, c'est beaucoup moins clair, puisqu'au fait, même Greenham Common, on ne peut pas dire que c'est une action écoféministe à part entière. Elles se sont jamais revendiquées de l'écoféminisme. Ce n'était pas un camp écoféministe. Par contre, toutes celles qui étaient passées par là, ou les échanges avec les États-Uniennes, mais aussi avec le reste du Commonwealth et autres pays,
ceux qui passaient, celles plutôt qui passaient par là, avaient l'impression qu'il se jouait là quelque chose qui était du même ordre, de la défiance du pouvoir, de ne plus accepter la raison, de ne plus accepter cette raison-là de l'homme blanc qui avance, de se fabriquer d'autres moyens d'agir et d'avoir prise sur une situation. Et donc, comme tu l'as évoqué brièvement, Greenham Common, en fait, on est en pleine ascension de Reagan d'un côté, Ronald Reagan d'un côté, Margaret Thatcher de l'autre côté, début des années 80, durcissement de la guerre froide, redéploiement des missiles nucléaires en Europe. Et ce qu'il faut peut-être savoir pour bien comprendre ce que ces femmes ont réussi à déjouer, parce qu'il y a une vraie réussite là, et alors j'en arriverai à la joie, c'est que le Royaume-Uni, à cette époque, donc on est vraiment 70, 79, 80, 81, est en train de préparer sa population à accepter l'éventualité d'une troisième guerre mondiale et donc d'une guerre nucléaire. C'est assez inimaginable peut-être aujourd'hui, mais c'est un peu comme si on nous préparait aujourd'hui à une transition écologique qui passerait par le geoengineering. Genre, bon, on sait que c'est terrible, le risque zéro n'existe pas, mais il faudra bien en passer par là puisqu'on n'a pas le choix, etc., etc. Donc, ils préparent activement la population, chacun reçoit une brochure chez soi, et en plus, ils sont entraînés, drillés, vraiment, chez soi, à l'école, au lieu de travail, à se protéger en cas de bombe explosion atomique, de la bombe atomique. Et donc c'est le genre, c'est très drôle au fait, mais c'est tragique. Elles doivent toutes se mettre avec leurs enfants sous une petite table à peine plus haute que celle-là et espérer que ça va les protéger de la bombe atomique. Alors évidemment, vous pensez bien qu'il y a quelques femmes là qui se sont dit, ben ça va pas le faire, hein, ça va pas le faire. Donc elle lit ces instructions et là, au fait, il y en a beaucoup qui disent que c'est à ce moment-là qu'elles ont commencé à prendre conscience à quel point c'était effarant qu'on puisse même imaginer que ce soit pensable et concevable. Et c'est tout simplement Greenham Common, c'est vraiment 20 femmes qui marchent de Cardiff à Newbury, qui ne sont pas écoutées. Le ministre de la Défense ne daigne même pas répondre à leur appel. Elles sont tellement fâchées qu'elles reprennent l'héritage des suffragettes. Elles disent, mais on va faire la même chose que ces femmes-là, on va s'accrocher à la grille et on ne partira pas jusqu'à ce qu'ils viennent. Le malheur veut qu'il a attendu un peu longtemps et que, au moment où il arrive, elles avaient décidé qu'elles allaient rester et elles y sont restées quasi 20 ans. Il ne faut pas les mêmes femmes, évidemment. Mais donc, c'est une occupation qui a duré 20 ans et où il s'est passé énormément de choses, dont des actions très créatives ou artistiques, si on peut le dire comme ça, et qui visaient, au fait, à boycotter, saboter le business as usual de cette base militaire et d'arrêter la machine. Donc, c'était pas symbolique, c'est vraiment arrêter cette machine-là et finalement, elles ont quand même obtenu des vraies réussites en termes de compliquer l'affaire, le redéploiement de ces missiles nucléaires. Alors, je vais terminer sur la joie. Moi, c'est ce qui m'avait frappé quand j'ai lu. C'était surtout les témoignages, parce que j'ai lu plein de choses sur l'écoféminisme, mais Greenham Women Everywhere, donc des femmes contre des missiles, mais d'autres témoignages aussi, d'autres camps de la paix des femmes, donc où il y avait de la non-mixité, où les femmes étaient seules à occuper des bases militaires, parce qu'il y en a eu beaucoup. Greenham Common est la plus connue, mais il y en a eu beaucoup. C'est la joie dont elles témoignent. Donc, elles disent à chaque fois qu'elles y retournent parce qu'elles y trouvent, elles se nourrissent, elles y trouvent une vraie joie d'agir et au fait de sortir de cette situation qui était devenue étouffante. Et elles utilisent une parole qui est déjouer l'emprise apocalyptique. Donc, elles étaient dans oui, elles avaient abandonné, au fait, l'idée qu'on puisse encore avoir une prise. Et là, elles vont cultiver donc ça, déjà, c'est une joie de pouvoir dire on défie le pouvoir et on va vous arrêter. Vous n'aurez pas le dernier mot, c'est jouissif, quoi qu'on en dise. Mais il y a aussi la joie d'être ensemble et de cultiver deux autres choses que j'ai notées ici. C'est la Her Story. Elles n'étaient absolument pas les seules, hein.
Donc de dire, au fond, cette histoire, elle a toujours été écrite par les hommes, pour les hommes. On va, au fait, réactiver des livres qui sortaient à l'époque sur les sages-femmes, la chasse aux sorcières. Nous venons de là aussi, la colonisation. Peut-être juste expliquer Her Story, donc c'est en anglais, on Oui. dit history pour dire histoire, et donc Her Story, c'est l'histoire des femmes. On utilise le pronom féminin à la place du pronom masculin. Tout à fait. Et donc, ce serait aussi du bell hooks, hein, c'est la même époque, Ain't I a Woman, mais qu'est-ce que c'est que de penser la question de l'esclavage à partir de la position de la femme? Et donc, cette positionnalité, ce sont des livres qui circulent. Et donc, elles ont aussi un énorme plaisir à découvrir ça. Et puis, finalement, troisième plaisir ou source de joie, c'est j'ai écrit ici Her Love, mais qui est au fait une sorte de lesbianisme plus ou moins prononcé. Parfois, c'était vraiment lesbianisme, donc déclaré en tant que tel comme orientation sexuelle et tout le reste, mais c'était aussi découvrir l'amour des femmes parce que, au fait, elles se rendaient compte qu'elles avaient appris plutôt à mépriser les autres femmes et voir les autres femmes plutôt comme des compétitrices, et que de faire des choses ensemble, elles disaient mais c'est magnifique ce que nous sommes capables de faire et d'apprendre à aimer les autres femmes, et que pour beaucoup de femmes de cette génération-là, c'était vraiment, et je crois que c'est encore toujours le cas, ou ça pourrait être le cas aujourd'hui, que c'était une vraie libération. Et je vais juste vous citer un passage d'une femme qui était au Seneca Camp près de New York, et elle dit il nous faut un lieu. Donc elle dit ce qu'elle a retiré de son passage là-bas pendant les vacances. Elle dit, il nous faut un lieu dans lequel on peut se ressourcer, auquel on peut retourner, car nous sommes si nombreuses à avoir soif à vouloir, à désirer notre propre culture, thirsting for our own culture, culture que je ne pourrais trouver sans vous, vous en faites toute partie, je vous aime, femme si belle, si forte, I love all of you, beautiful, strong women. Il y en a plein, et c'est tout le temps. Aussi des femmes qui disent, je retourne chez mon mec à la maison, il me bassine à nouveau les oreilles avec, tu dois faire ceci, tu dois penser cela. Et je dis, mais ok, écoute mon gars, on est ailleurs maintenant, je reviens avec une autre force. Donc, ces peace camps, c'est autre chose encore qu'une action ou un rituel, c'est-à-dire elles y retournent, elles y restent, et elles apprennent en fait à cultiver d'autres aptitudes, d'autres histoires. Et je terminerai peut-être là-dessus. C'est pour moi, en fait, l'écoféminisme, c'est jamais terminé, c'est jamais compté, puisqu'on peut toujours réactiver de nouvelles histoires qu'on connaissait pas, réactiver des actions qui tout à coup nous parlent et qui peut-être ne nous parlaient même pas il y a 20 ans. Donc c'est sans fin, en fait. Et que c'est ça la beauté, je trouve, de ce geste écoféministe, c'est de réactiver des figures, de réactiver des histoires. Et quand on dit que l'écoféminisme est avant tout un activisme, c'est que c'est une pensée, une action en prise avec une situation qui très souvent est une situation étouffante, puisque déjà codée, dont toutes les issues sont déjà codées, et d'oser dire, au fait, nous n'acceptons pas vos solutions. Nous ne les acceptons pas, nous on veut autre chose, et d'avoir une énorme ambition là-dedans, même si c'est, aux yeux des autres peut-être, irréaliste, puisque les Greenham Common Women, elles étaient d'abord décriées comme des folles furieuses, quoi. Waouh, bah écoute, je te remercie Bénédicte, parce que là du coup tu as posé les bases d'une discussion qui s'annonce riche et joyeuse. Je vais poursuivre en présentant Myriam Bafou. Donc toi tu es doctorante en philosophie féministe et militante écoféministe. Tu viens de coécrire en fait la préface de la réédition du livre commis par Françoise Daubonne en 1974, Le féminisme ou la mort. Et cette préface, moi j'ai envie de la qualifier, et on l'a fait avec mon collègue Luc en préparant cette soirée, de joyeusement radicale. Et tu plaides en fait pour des écoféminismes décoloniaux et pour la prise en compte de la colonisation en tant que matrice de pouvoir sur les terres et sur les peuples. Avant de te donner la parole pendant un petit moment, moi je vous propose d'écouter un poème de Natacha Canapé-Fontaine, qui est une écrivaine autochtone de la communauté Innu de Pessaouit. Ma terre, je la prendrai. Ma terre, je la prendrai dans ma main.
Je la soignerai avec un pan. Ma jupe essuiera ses larmes noires. Mes cheveux, ses joues creuses. Je la bercerai en ses tremblements. Je ne dors plus. L'endormirai sur mes genoux et saluerai mes ancêtres de la main avec les bégaiements, l'enfant à naître que je suis. Natacha Canapé-Fontaine. Merci beaucoup à tout le monde et pour ces lectures qui sont magnifiques. C'est dur d'embrayer après parce que enfin, moi, ça me donne beaucoup d'émotions, mais j'ai écrit des choses pour ne pas me laisser submerger complètement par l'émotion. Alors, c'est très court, 15 minutes pour parler de tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit des choses et que je vais lire à certains moments. Mais parce que, comme tu l'as dit, on a fait quasiment une entière préface là-dessus. On pourrait faire des bouquins entiers, en fait, sur ce sujet. Mais vous aurez le temps de discuter encore après. Mais on aura le temps de discuter après, oui. Donc, en tout cas, c'est pour ça que j'ai eu le besoin d'écrire et peut-être parfois de lire. Donc, désolée si c'est pas très agréable, mais c'était nécessaire. Donc, pour parler décolonial. En ce moment, on entend beaucoup ce mot, je trouve, décolonial, un peu à toutes les sauces d'ailleurs. On entend parler de féminisme décolonial, théorie décoloniale, qui sont visées par l'attaque qu'on connaît contre le soi-disant islamo-gauchisme qui gangrène l'université. Il faudrait décoloniser nos pratiques, décoloniser nos corps, décoloniser nos récits. Et je trouve que cette multiplication du mot tend peut-être à occulter un sens premier. Et donc, je réaffirme, enfin, je suis pas la seule, mais j'aimerais bien réaffirmer que décolonial ou décoloniser, ça devrait pas être une métaphore, à l'origine en tout cas. On a plein d'autres mots pour dire, je sais pas, se décentrer, se décaler, se réajuster, et peut-être que décoloniser a un sens. Tu parlais d'être en prise avec des situations. Pour moi, ça a vraiment un sens très concret, quoi. Et de décaler le sens me paraît pas être pertinent. Donc c'est une réalité concrète qui concerne des milliers, non, de millions même de personnes et qui pose pour moi la question suivante, c'est-à-dire c'est comment réparer en fait, comment rendre justice, j'aime bien ce terme de justice qui revient assez souvent, alors même que la colonisation est toujours à l'œuvre, alors que les moyens de production, que la répartition budgétaire dans certains pays, dans beaucoup de pays même, les institutions publiques appartiennent toujours aux puissances coloniales. On dit ancienne puissance coloniale, moi je suis pas d'accord avec ce terme, ce sont toujours des puissances coloniales à l'heure actuelle, dont la France, la Belgique, le Royaume-Uni fait partie. Et donc, comment penser ou comment faire du décolonial à partir d'un pays qui a été et qui reste en fait une puissance coloniale? Quelle valeur ont nos paroles là tout de suite à partir de Bruxelles, à partir de Paris? Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui serait à questionner profondément. Et pareil pour l'action de Green Am Common, à partir du moment où on essaye de rentrer par une porte décoloniale. C'est hyper intéressant en fait ce qu'on peut y trouver, quel récit on peut y insuffler, et la façon dont on peut voir les choses change radicalement en fait selon cette perspective. Donc voilà, déjà décolonial, c'est pas un ajout en fait, c'est plutôt un décalage, je dirais, de perspective, et c'est pas une métaphore. Donc maintenant la question c'est plutôt pourquoi parler d'un écoféminisme décolonial en fait, parce que quand on avait préparé cette discussion, on s'était dit qu'en fait, à la base, l'écoféminisme était décolonial. Et c'est vrai, en fait. Et presque, on se dit, il n'y a pas besoin de le dire. Enfin, c'est évident. Pour n'importe quelle personne, en fait, qui s'intéresse à l'écoféminisme, il est évident, donc, que ses racines sont décoloniales. Parce que le projet, j'aime bien comme tu le dis, mais je ne saurais pas le répéter. Donc, j'appelle ça projet civilisationnel. Enfin, non, le projet de civilisation mortifère et patriarcal est forcément, de toute façon, lié avec l'idée d'invasion et d'annexion, en fait, de terres. Et avec les terres, les mémoires, les savoirs. Et donc la critique du capitalisme que les écoféministes ont brillamment su développer et qu'elles renouvellent à chaque fois, ne peut pas en fait faire l'économie de la colonisation, comme tu disais, matrice. J'aime bien ce mot de matrice, un peu de pouvoir et de domination immense. Donc ça pour dire que colonisation, patriarcat, écocide, c'est indissolublement lié en fait.
Donc, si l'écoféminisme, c'est effectivement une critique, voire une lutte radicale contre, disons, l'attitude agressive, en fait, au vivant, alors, on doit comprendre que cette attitude a tout de ce que Malcolm Ferdinand appelle l'habité colonial, en fait. Et donc, on pourrait se dire, où est le problème? Mais puisque à la base, dans le diagnostic, on se disait, il y a effectivement cette prise en compte. C'est-à-dire que le mouvement écoféministe rend bien compte de la colonisation européenne comme un projet de destruction de terre, des femmes, des subsistances, de la souveraineté alimentaire, des espèces non humaines. En lisant en tout cas les textes, je ne vais pas dire fondateurs parce qu'on n'a pas de texte fondateur en écoféminisme et c'est bien, mais des textes auxquels on pourrait faire référence, quoi, on voit que ça a un poids, enfin que ça a un impact, et qu'il s'est agi à un moment donné d'une manière totalisante de réduire et de s'approprier la vie au nom de la suprématie de certains pays et de l'homme blanc. Et donc avec ça, parce que la colonisation, on pourrait avoir l'impression que c'est uniquement le fait de s'approprier des terres, mais en fait avec la terre, il y a aussi des modes de relationner, des spiritualités, des mémoires, comme je disais, des histoires en fait. On en revient à ce truc d'histoire, un peu de récit et de narration. Et quand on dit qu'il faut réactiver, c'est là en fait que ça me ramène. C'est-à-dire en quoi on peut créer du lien avec ces histoires, en quoi on peut juste déjà les entendre. Et comment dire, ça débouche sur le problème que je constate et qu'on constate en fait, je suis pas la seule, c'est que dans l'espace écoféministe francophone, en tout cas, moi je parle vraiment du point de vue français. J'ai pas du tout envie de m'étendre sur d'autres parce que j'ai pas ni les connaissances ni la perspective, mais je crois en tout cas que c'est un peu similaire quand même. Donc dans l'espace écoféministe français, il y a peu de place pour ces histoires et il y a peu de place pour d'autres narrations et ça fait que c'est un énorme problème. Parce que dans le diagnostic, il y a la prise en compte de cette matrice de la colonisation. Mais dans les luttes, en tout cas européennes, écoféministes, ou celles qui se proclament comme telles, et je reviendrai un peu à cette idée d'auto-labellisation écoféministe, du moins dans celles qui se proclament comme telles, on a peu ou pas d'engagement, en tout cas de femmes racisées, et de liens avec des groupes décoloniaux, ou disons des groupes dont les préoccupations étaient principalement centrées sur des questions raciales, sans forcément aller jusqu'au mot décolonial. Donc il y a une nécessité urgente aujourd'hui dans l'écoféminisme, dans l'espace francophone et même en Europe en fait, de reconnaître qu'il s'est basé d'une certaine manière sur une vision assez monolithique d'un sujet blanc comme référentiel. Et finalement, c'est assez intéressant de voir que c'est la même histoire qui s'est passée avec le féminisme institutionnel en fait. Moi je trouve qu'on en est un peu au même moment là, et qu'il a fallu les féministes décoloniaux, l'afroféminisme, les féminismes communautaires, les féminismes autochtones. Enfin, je pourrais multiplier les noms en fait pour faire muter cette vision. Et pas simplement s'ajouter comme un volet, en fait. Et je crois, en tout cas, qu'aujourd'hui, on en est à ce niveau-là pour le féminisme, je sais pas comment dire, mainstream, quoi. Et l'écoféminisme, comment dire, peut être sujet à la même transformation, mais de façon beaucoup plus précoce. Mais c'est normal, parce que l'écoféminisme est plus intéressant, plus intense, moi, je trouve, forcément. Il faut donc, pour moi, se rappeler que l'écoféminisme n'a pas, comment dire, ne surgit pas un peu ex nihilo à partir des mouvements antinucléaires des années 80, bien que ça soit une archive collective féministe qui est d'une valeur infinie. Mais en premier lieu, donc les victimes de ce qu'on appelle assez innocemment le changement climatique sont des femmes pauvres, des femmes de couleur qui ne vivent pas forcément dans les pays occidentaux. Ce sont elles qui se ramassent les ouragans, les food deserts et la violence policière, bref, tout ce qui figure en fait à l'agenda écoféministe aujourd'hui. Et pourtant, ces femmes-là ne sont pas les sujets principaux de la narration écoféministe, en fait, de la façon dont on la raconte aujourd'hui. Elles ne sont pas les actrices. J'aime bien cette notion de... Je crois que je suis un peu bloquée dans ce truc d'histoire, mais voilà, de scénario, d'histoire, de récit. Les actrices, en tout cas, les sujets, ce sont pas elles. Donc la mémoire qu'on perpétue est assez amnésique, ou du moins sélective, parce qu'elle va tracer une linéarité qui ignore assez fort les actrices paysannes, agricoles des pays des Suds pour créer un récit qui est assez excluant. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de faire la préface en fait de Françoise Daubonne, que j'admire infiniment, qui est visionnaire, subversive, radicale. Vraiment, elle connecte l'esprit aux tripes de manière assez intense. Mais pourtant, c'est pour ça que j'ai trouvé indispensable en fait de la rééditer. Pourtant, elle reste tributaire d'un féminisme blanc en fait raciste à certains endroits. Et ne pas se rendre compte de ça, en fait, ne pas donner une place à cette mémoire, c'est en fait cacher aussi nos origines écoféministes en France.
Ce qui fait qu'il y a une double nécessité, à mon sens, c'est-à-dire d'abord insister sur le caractère résolument transnational de l'écoféminisme. Et par transnational, j'entends pas occidental. C'est-à-dire reconnaître les composantes écoféministes de mouvements qui ne se labellisent pas forcément comme tels. Les mouvements des sans-terre au Brésil, de l'afroféminisme états-unien, de la justice environnementale, on dit grassroots, moi j'aime bien ce terme-là, justice, les féminismes au Maghreb aussi, parce que tous en fait sont indissociablement liés à cette idée de terre, puisque il y a eu cette colonisation. Et comment dire ? Je crois que nous, on a eu besoin de rajouter le préfixe éco pour donner au féminisme une dimension complètement différente. Parce qu'en fait, le féminisme s'est construit, en tout cas en France, de façon assez distanciée sur cette histoire de corps et de vivant, etc. Alors que ce que je constate, c'est que dans d'autres cultures, comme il n'y a pas eu ce processus de distanciation, en fait, il n'y a pas forcément eu besoin de mettre ce préfixe éco. Et que peut-être certains féminismes, en fait, ont déjà des composantes écoféministes, sans se réclamer de ce mouvement. Et ça, c'est hyper intéressant. Enfin, j'ai réfléchi que hier, en fait, de ça. Enfin, j'ai réalisé ça hier et je me suis dit, il faut qu'on en parle, quoi. Mais donc, à quel moment c'est de l'appropriation de dire vous êtes aussi écoféministe et à quel moment, enfin, voilà, ça, on pourra peut-être en parler après, mais en tout cas, reconnaître cette composante-là me paraît essentiel pour commencer une solidarité écoféministe transnationale. Donc voilà, reconnaître la pertinence écologique des luttes décoloniales, leur résistance aux révolutions vertes, leur lutte pour la souveraineté alimentaire et les soutenir aussi. Ça veut dire agir pour, ça veut dire publier, ça veut dire traduire. Moi, je pense qu'il y a des énormes pans de non-traduction en fait qui attendent que ce soit de l'anglais, de l'espagnol, de l'arabe, qui pourraient tout à fait en fait faire figure dans nos corpus écoféministes. Et là, peut-être qu'on commence un début de réparation. Moi, je disais décoloniser, c'est peut-être réparer à certains endroits, et ben peut-être que là, on s'avance là-dessus. Et la deuxième nécessité pour moi, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, la formulation actuelle de certaines luttes écoféministes et des luttes les plus, celles qui ont voix au chapitre, en tout cas en France, en Europe peut-être, reproduisent en fait des schémas coloniaux d'une certaine manière, parce qu'elles valorisent uniquement toujours les mêmes actrices, donc les mêmes sujets, les mêmes pensées, et en s'appuyant de façon assez démesurée sur la théorie produite à l'université. Ce qui, encore une fois, n'est pas forcément à jeter. Hein. Je peux pas du tout parler. Je suis mal placée pour parler, quoi. Mais de questionner la place qu'on donne en fait à la théorie et aux théoriciennes et aux bouquins dans ce mouvement écoféministe qui est censé être quelque chose d'assez organique en fait. Et du coup, quand on se décale, donc quand on se réajuste, on a moins de divorce entre théorie et pratique, puisqu'en fait, ce sont des luttes qui partent de fait de la terre, de la vie et de la sensation d'être en vie. Et contrairement peut-être aux États-Unis ou en France, où on constate une espèce d'entrée à l'université. Bon, en France, c'est pas un bon exemple. Mais en tout cas, aux États-Unis, il y a eu vraiment une entrée théorique de l'écoféminisme à l'université. Et on reproche souvent que ça soit complètement déconnecté en fait des luttes plus concrètes. Et ben dans les pays du Sud, en fait, ça s'est pas du tout articulé de cette manière, parce que en fait, à la base, ça venait déjà d'une lutte pour la survie en fait, et que du coup la manière dont ça s'est infusé à l'université et dans l'académisme, ça reste tributaire d'une forme de tradition et d'ancestralité, chose qu'on pourrait même pas penser en tout cas en France quoi. Avant-hier, j'ai assisté à une webconférence qui était géniale, et peut-être sûrement qu'on mettra le lien dans la vidéo, sur la souveraineté alimentaire des femmes brésiliennes. Et il y avait une activiste qui s'appelle Véronica Santana, dont je parlerai juste un peu après, qui disait que dans le groupe qu'elle coordonne, qui était Femmes travailleuses rurales du Nord-Est au Brésil, elles avaient un slogan qui était de la cuisine à la rue. Et je trouvais ça hyper fort en termes écoféministes en fait, parce que voilà en fait une continuité, où réactiver des espaces de la cuisine, donc de la bouffe, jusqu'à la rue qui est l'espace politique par excellence. Je trouvais que c'était hyper intéressant de voir en fait tous ces espaces qui pouvaient apparaître juste à travers un slogan et juste à travers l'activisme en fait de femmes qui pourtant ne se proclament pas spécifiquement écoféministes. Et dans cette même conférence, en fait, elle dénonçait la criminalisation des savoirs traditionnels. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu pareil ce qu'on fait dans peut-être la sphère écoféministe française ou francophone. C'est-à-dire, en fait, que en mobilisant uniquement des chercheuses et des théoriciennes, on peut timidement citer Starhawk, mais encore, faut pas le faire à la fac, parce que sinon, on est trop timbré, et c'est pas bien. Mais
en mobilisant en fait toujours les mêmes figures, en fait, on contribue à criminaliser un certain type de savoir ancestral. Et c'est une manière, encore une fois, coloniale de définir en fait qui a le droit d'habiter en terre écoféministe avec nous. Je pense que ça pose vraiment cette question à la fin. Oui, je termine. Pardon, c'est dur. J'avais prévenu que c'était dur, mais ça va, je suis dans les temps. En fait, je voudrais conclure ou fermer ça avec des propositions de sujets, enfin concrètement de lutte et de personnes qui œuvrent en fait pour une forme d'écoféminisme décolonial. Parce qu'on a souvent tendance à brandir le mot, mais j'aime bien que ça soit concrètement cité avec des vraies personnes qui existent. Donc tout à l'heure, je citais Véronica Santana. Avec elle, il y avait Fernanda Kendeng et Taina Marajwara, qui sont respectivement chef cuisinière, avocate et agricultrice, coordinatrice du mouvement Femmes Travailleuses Rurales du Nord-Est et au Brésil. Je vous invite à voir la conférence qui est portée par l'ADO Brasil, qui est une super association. Il y a un documentaire qui va être bientôt créé, vous pouvez voir le teaser déjà, qui est par un groupe qui s'appelle Décolonisons l'écologie, qui est fait par 3 personnes formidables et qui travaillent sur la dénonciation du scandale du chlordécone en Martinique. Voilà, je m'étends pas là-dessus parce que ça serait très long et on n'a pas le temps, mais en tout cas, c'est un scandale sanitaire qui a lieu à cause de la situation coloniale en fait dans laquelle est maintenu ce pays par la France et toutes les Antilles, et une bonne partie des Antilles aussi. Il y a un collectif qui s'appelle Vietnam Dioxine, qui montre les effets de l'agent orange utilisé lors de la guerre chimique américaine entre 61 et 71. Et une des militantes phares s'appelle Tranto Nga, qui a assigné 26 multinationales, dont Monsanto, qui a fabriqué l'agent orange et dont le procès ne cesse d'être repoussé. Donc la prochaine date, c'est en janvier 2021. Je vous invite à vous renseigner là-dessus. On a Womin, qui est un réseau panafricain écoféministe qui dénonce l'extractivisme en Afrique et qui a à cœur de mettre en valeur les luttes des femmes pour y résister. Et enfin, j'aimerais attirer la recherche, enfin je sais pas comment dire. Moi ce truc de nucléaire là, ça m'obsède de toute façon. mais je trouve que la dimension coloniale, elle est tellement forte en fait que c'est peut-être une des portes par lesquelles on devrait en parler aujourd'hui. Et donc j'invite, je prends ça comme un appel. Et s'il y a des personnes qui veulent approfondir ou parler des essais nucléaires qui ont été faits dans les déserts d'Algérie, en Polynésie française, c'est très bienvenu. Ça serait un enjeu féministe décolonial à partir duquel tricoter complètement. Et à partir de là, en fait, on n'est plus dans un grand récit, excluant et blanc. Et je pourrais pas citer tout le monde, donc je passe, mais il y aura des références. Et donc, pour revenir au début de ce que je disais, décoloniser, c'est donc peut-être apporter réparation. Et pour revenir au titre, c'est ça aussi, en fait, l'écoféminisme, c'est peut-être redécouvrir, réapprendre, se réajuster, pour mieux raconter, pour laisser la voix avec un E et la voix avec un X à d'autres. Et on est dans une espèce d'aurore perpétuelle de narration, je trouve, dans l'écoféminisme. Et c'est à partir d'autres récits qu'on pourra avancer. Et il y a une joie, comme tu disais, moi je trouve qu'il y a une joie profonde en fait dans ça, dans le fait de se décentrer, de se laisser un peu submerger d'ailleurs. Et bon, je sais qu'on n'a pas le temps, mais je le mentionne quand même et c'est vraiment la fin. Ça me ramène quand même à cette dimension spirituelle que peut-être on n'aura pas trop le temps d'explorer ici et que par une espèce d'effort matérialiste très laïque, on ne veut pas aborder, mais qui est tout à fait décolonial en fait, parce que la danse, la célébration, ça amène de nouvelles histoires comme des canaux de communication privilégiés avec des personnes peut-être pour qui le langage et les concepts en fait sont déjà trop marqués en termes colonial, et que peut-être justement cette idée de spiritualité, de danse en fait tout simplement, je trouve que la danse c'est vraiment un canal écoféministe hyper puissant, peut être de nouvelles manières de relationner. Et que donc, je terminerai là-dessus, nous n'avons plus d'excuses pour nous raconter toujours les mêmes histoires. Écoute, je te remercie, mais c'est vrai que ça fait très fort penser au fait que les femmes ont tendance à utiliser des artefacts, des artifices continuellement dans leur lutte, et que dans les témoignages, notamment qu'on peut lire dans Des femmes et des missiles, mais dans plein d'autres textes, que la joie que peut leur procurer cette utilisation d'artifices, que ce soit de la danse ou d'autres dont tu parlais aussi. Isabelle, toi, tu es docteur en philosophie à l'ULB et spécialiste de la philosophie des sciences et de Whitehead. Donc, dans ton dernier ouvrage, Réactiver le sens commun, lecture de Whitehead en temps de débâcle, tu nous invites à faire face au désastre mondial en ressoudant le sens commun à l'imagination. Et puis surtout, tu affirmes que nous sommes passés de la phase de déclin à la phase de débâcle écologique et sociale du monde. Et
j'aimerais t'entendre à cet égard et comment tu mets ça en perspective par rapport aux joies écoféministes. Merci. Ben, je vais commencer. Prends ton micro. Je vais commencer aussi en lisant un texte. Et ce texte, j'ai demandé à personne d'autre que moi de le lire parce que ça va être un texte de Houria Boutelja, extrait des Blancs, les Juifs et nous, et que ça risque d'attirer sur quiconque ose parler, lire Boutelja tout haut, publiquement. Ça risque d'attirer une telle vindicte qu'il valait mieux que ce soit moi qui prenne dans ma gueule. Les Blancs savent bien que leur société est sèche, ils se savent égoïstes et individualistes, et ils en souffrent. Mais ils manquent d'imagination pour penser d'autres horizons, parce qu'ils n'ont plus de mémoire. Ils ont oublié ce qu'ils étaient avant d'avoir été engloutis par la modernité. Ils ne se souviennent plus du temps où ils étaient solidaires, et où ils avaient encore des cultures, des chants, des langues régionales, des traditions. Nous, c'est un peu différent. Devant l'adversité, nous conservons cette mémoire, d'où notre attachement à la famille et à la communauté. Mais comme eux, nous sommes aspirés. Et bientôt, comme eux, nous remplacerons le terme solidarité par celui de tolérance et tous ces mots effrayants qui glacent le sang. Ce que je suis, je le sais, une femme moderne et intégrée, qui ne sait pas faire la keshra et à qui on a appris la fierté de trahir sa mère. Mais trêve de larmes et de regrets, le passé n'est plus. Nous sommes la somme de nos lâchetés et de nos résistances. Nous serons ce que nous aurons mérité d'être, c'est tout. Et c'est vrai pour nous tous, blancs ou noirs. C'est là que se posera la question du grand nous. Le nous de cette paix que nous aurons méritée parce que nous l'aurons payée au prix fort. Le nous d'une politique de l'amour qui ne sera jamais une politique du cœur. Car pour réaliser cet amour, nul besoin de s'aimer ou de s'apitoyer. Il suffira de se reconnaître et d'incarner ce moment juste avant la haine pour la repousser autant que faire se peut et, avec l'énergie du désespoir, conjurer le pire. Ce sera le nous de l'amour révolutionnaire. Bon. J'entends pas du tout ici, et c'est pas pour ça que j'ai lu cet extrait, présenter Houria Boutelja comme une écoféministe. De toute façon, il y a une joie, mais cette joie, il y a une joie de l'amour révolutionnaire, mais il y a surtout conjurer le désespoir dans son texte. Et je crois qu'il faut aussi entendre ce désespoir dans la bouche d'une femme à qui on a appris à trahir sa mère. Donc, de toute façon, l'écoféminisme n'est pas un badge d'honneur que l'on décerne ou que l'on refuse. Ce sont avant tout les réactions qu'ont provoqué le livre de Boutelja qui m'ont donné l'envie de la lire et qui m'ont reconnecté avec ce mot que j'ai lu dans Starhawk et qui s'est ancré en moi depuis que je l'ai lu, qui était « La fumée des bûchers est encore dans nos narines ». Encore dans nos narines, ce qui signifie les inquisiteurs, les chasseurs de sorcières sont toujours parmi nous. Et Boutelja, qu'on a voué aux gémonies en se gardant bien d'entrer dans son texte, de le discuter, ou alors en ne produisant que des citations tronquées, bien, elle ne se revendique pas sorcière, mais elle a déchaîné les inquisiteurs, elle a subi une véritable chasse aux sorcières. Ils sont toujours parmi nous. Alors maintenant, je voudrais, évoquer un peu ma trajectoire, puisque je suis plus âgée que vous toutes. Et j'ai vécu Greenham Common de loin, en tant que petite Belge. J'avais jamais entendu le mot écoféministe à cette époque-là, mais j'ai vécu Greenham Commons. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que il y a eu dans les années 80 de grandes manifestations antinucléaires, tant militaires que civiles, mais très peu de francophones y participaient. En Belgique, c'était surtout des Flamands, curieusement. Donc, il me semble que
comment dirais-je, la France, effectivement, je laisse de côté Françoise d'Aubonne, bien évidemment, mais c'est une véritable exception là-dedans. La France a été très provincialiste par rapport à ce mouvement écoféministe dans les pays anglo-saxons, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Alors que Starhawk a été traduit en allemand et en beaucoup d'autres langues, j'ai insisté pour qu'on la traduise en 2003, flop total. Ce n'est que cette décennie qu'elle a été republiée et qu'elle a trouvé une certaine reprise, sinon dans les milieux académiques, en tout cas dans un lectorat qui existe. Donc, je voudrais alors, puisque moi, à la fin des années, je sais plus si c'était en 1999 ou en 2000, mais enfin, il y a tout de même 20 ans, j'avais découvert Starhawk. Je voudrais expliquer ce qui, en tant que je suis philosophe et pas du tout préparée à m'intéresser à ça, j'ai été accrochée et passionnément intéressée par ces textes. Et je dirais qu'en fait, il me semble que j'ai pris là le goût de ce que j'appellerais pas du décolonialisme. Ça ne s'invente pas. C'était avant cela, en Europe en tout cas. Mais déjà à l'époque des luttes coloniales. Il semble d'ailleurs que la relation est ancienne. Starhawk raconte que, alors qu'en tant qu'activiste américaine, elle participait à des luttes en défense et avec des peuples, les Navajos, je crois, pour leurs terres qui faisaient l'objet de pollution et d'expropriation. Elle a rencontré une vieille indienne qui lui a dit, mais c'est très gentil de venir nous aider, mais d'où viens-tu? Et elle a senti que ce « d'où viens-tu » dans la bouche de cet aîné n'appelait pas la réponse San Francisco. C'était quels sont tes ancêtres, quelles sont tes histoires, quelles traditions te nourrissent pour venir ici. Et elle s'est rendue compte qu'elle n'avait rien à lui dire. Elle ne pouvait pas lui dire « je suis une nomade et je vais partout où l'injustice m'appelle ». Enfin, ça n'avait pas de sens. Et c'est une des raisons qu'elle donne au sens politique qu'elle a donné au mot sorcière très vite. Quand elle a accroché ce terme qui venait d'autre part, d'ailleurs de la tradition Wicca, qui était beaucoup plus exotique, disons, à l'histoire des enclosures, des mises clôtures et de la destruction des communaux anglais. Destruction violente, et elle a lié dans Rêver l'obscur cette histoire de destruction des communautés paysannes par la force et la loi avec la chasse aux sorcières. On a, pour affaiblir les communautés paysannes, on les a divisées à partir de la mise en accusation de ces femmes sages qui étaient les sorcières de l'époque. Donc, destruction des communautés communales et pour elle d'un monde, de tout un monde à la fois de récits, de manières de faire, de solidarité et pas de tolérance, comme dirait Boutelja, qui y existait et y était cultivée depuis des siècles. Et là, on peut dire, et c'est ce qu'elle fait comprendre, Silvia Federici l'a fait en beaucoup plus de détails depuis, que, au fond, le processus de décolonisation a commencé en même temps qu'ailleurs dans le monde, sur terre européenne. Nous sommes issus d'un processus de ce genre. Ça ne veut pas dire, évidemment, et ça ce serait l'horrible, qu'on pourrait se dire « Oh, ben alors on peut aussi dire que nous avons notre part des souffrances infligées aux autres peuples. » Non, notre position est différente, puisque nous avons été bénéficiaires amnésiques de ce processus. Mais ça peut vouloir dire que lever cette amnésie, justement, faire revivre
cette destruction dont nous sommes issus, c'est quelque chose de vital dans le processus décolonial. Nous ne sommes pas des bons qui viennent gentiment, comment dirais-je, au secours ou en louange de celles qui luttent ailleurs. Et c'est pour ça que c'est important que les sorcières s'appellent activistes, se sont appelées néo-païennes. Paganus signifie paysan. Et c'est effectivement la lutte pour la terre, la lutte contre l'expropriation coloniale et la destruction des savoirs qui étaient cultivés, qui est dans ce néo-païen. Et lever cette amnésie, me semble-t-il, c'est recréer. Ce n'est ni faux ni vrai la manière dont elle décrit les sorcières de cette époque-là. Elles ont été détruites. Ce monde a été détruit, contrairement au monde ex-coloniaux, où il y a encore des vies qui peuvent être, des vies et des souvenirs et des récits qui peuvent être répétés. Nous n'avons pas de récit des sorcières. Donc, dans ce cas-là, lever l'amnésie, c'est créer. Et c'est une transformation que l'on peut dire, ça demande une transformation que, me semble-t-il, on peut dire spirituelle. Ça me rappelle ce que disait... non, ce mot de Monique Wittig, ça ne me le rappelle pas, mais je l'ai lu dans des textes des années 70. Ce mot de Monique Wittig était très célèbre dans les années 70, à San Francisco en tout cas. Elle écrit « Souviens-toi, et si tu ne peux te souvenir, invente. » Mais invente au sens plonge, ranime. Ces mémoires qui ne sont plus des récits qui se sont transmis, mais fais-les exister. Et je crois que c'est la vitalité de ce invente que l'on sent quand on voit des photos de jeunes femmes dans la Californie actuelle avec ce panneau donc je suis la petite fille de sorcière que vous n'avez pas réussi à brûler. Il y a tout le défi et je crois que ça doit pouvoir être pris au sérieux. En tout cas, je l'ai pris au sérieux en tant que philosophe parce que ça me mettait devant un choix et en tant que prof face à la nécessité de faire passer cette tradition philosophique à des étudiants qui venaient chercher ça, eh bien, ça me mettait devant un choix fort. Est-ce que je choisis d'hériter des sorcières au moment où justement j'hérite avec la philosophie de ce moment de destruction qui est aussi le moment qui a renvoyé triomphalement au passé les croyances dites traditionnelles et a redéfini la philosophie dans son sens progressiste, se débarrassant des illusions. Est-ce que j'accepte d'hériter des sorcières ou est-ce que je normalise le sens de rationalité que convoient les chasseurs de sorcières? Et je crois que j'ai essayé de faire passer non pas une doxa, voilà ce qu'il faut penser, voilà comment il faut hériter, mais une hésitation de la part des étudiants qui, me semble-t-il, sont vitales aujourd'hui si on veut essayer de continuer d'être philosophe. Ça ne veut pas dire, j'insiste, que je leur demandais de répudier l'histoire de la philosophie, mais de ne pas oublier que dès que ils normalisent quelque chose qui ressemble à un progrès, un avant-après, eh bien, de ne pas oublier ce qui suit cette normalisation comme son ombre, c'est-à-dire l'expropriation de terres de savoir qui a commencé à cette époque et qui se poursuit encore aujourd'hui. Alors, en fait, quand je me suis intéressée à ça, c'était par hasard, parce que aux États-Unis, dans les universités que je fréquentais, on parlait plus du tout de cette histoire. L'écoféminisme, c'est quelque chose que Bénédicte a très bien décrit et étudié, et Émilie H aussi. L'écoféministe
activiste, comment dirais-je, a été enterré, on pourrait dire, par les discussions, la mise en théorie écoféministe, celle que tu crains tellement, qui a commencé à se déchirer entre matérialiste, c'est-à-dire rationaliste. Depuis quand on est matérialiste, on est rationaliste? Quelle drôle d'idée. Et spiritualiste. Caca. Donc, j'ai découvert ça par hasard et j'ai passé complètement à travers cette reprise académique. J'ai lu Starhawk comme une non-académique, mais avec l'idée que quelque chose que je n'avais jamais lu jusque-là, comment dirais-je, devait me faire penser très, 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 très sérieusement. Et donc, me voilà, en fait, maintenant, tout à coup, classée, j'ai constaté, parmi les penseuses écoféministes. Mais je ne l'accepte que dans la mesure où, pour reprendre ce que j'ai entendu Myriam dire, sinon maintenant, je sais pas, mais en tout cas quand on discutait préalablement, ni l'écologie ni le féministe ne seront s'ils ne sont pas décoloniaux. C'est-à-dire, ce choix entre ce progrès qui ratifie et qui normalise la destruction et la solidarité de pensée avec tous ceux qui résistent encore aujourd'hui contre la destruction et qui en font mémoire, qui nous interdisent de l'oublier, ce choix est vital là où la destruction a été, comment dirais-je, entérinée, vastement entérinée. Et donc, il me semble que s'il y a une énergie joyeuse et collective dans ces mouvements, et il me semble que chaque fois que le féminisme s'est fait activiste, c'est-à-dire rapidement, plus du tout en France, me semble-t-il, il s'est fait très vite théorique, eh bien, chaque fois que le féminisme s'est fait activiste, on a déjà trouvé cette énergie joyeuse et collective, et cette impression de revenir quelque part, de réactiver des mémoires anciennes et disqualifiées. Eh bien, c'est justement ce qui me frappe, c'est cette imagination rebelle et insolente qui traduit, me semble-t-il, cette opération que les activistes américains appellent reclaim, c'est-à-dire faire ressurgir l'imagination, la vitalité et le type de puissance dont nous avons été séparés par expropriation, par, je dirais, ce qu'on a appelé le progrès. Mais il ne faut pas oublier aussi, c'est sur ça que je terminerai, que cette réappropriation, cette joie collective de se réapproprier, qui résonne dans ces chants, qui résonnait à Greenham, comme tu disais, eh bien, elle est minoritaire et elle n'est pas exemplaire. Il ne faut pas dire aux gens, mais soyez joyeux, voyons. Nous devons rendre grâce plutôt, et c'est ça la spiritualité, c'est le savoir rendre grâce pour ce sans quoi il n'y aurait pas cette énergie. Rendre grâce pour le don de cette énergie et ne pas nous l'approprier comme si elle était normale. Et jamais, au grand jamais, ce faisant, nous ne devons donner raison aux chasseurs de sorcières. Ça, pour moi, si je sens le chasseur de sorcières, je sais que c'est un ennemi. Je te remercie, Isabelle. Merci beaucoup à toutes les trois. À vous entendre, il apparaît juste très clairement que les écoféminismes, parce qu'on va les qualifier comme tels par facilité, je vais dire finalement, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, même rien qu'en regard du terme, ils sont nés dans les luttes militantes. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont repris, voire récupérés par les discours universitaires au risque de se détacher de la pratique du terrain. Alors bon, voilà, nous, aujourd'hui, on a invité 3 universitaires, mais toutes les 3, vous revendiquez un certain écoféminisme, en tout cas, à vous entendre, c'est bien le cas. Et pour utiliser tes termes, Bénédicte, vous déclarez qu'il s'agit de mouvements contestataires plutôt que de théories.
pour ce qui est des écoféminismes. Et donc, moi, j'aimerais lancer la discussion en vous demandant comment est-ce qu'on matérialise ça, finalement. Comment est-ce qu'on rend leur prise sur le terrain? Comment est-ce qu'on rend leur caractère décolonial et leur joie énergique à ces mouvements? Et pour vous donner le temps de la réflexion, quoique vu qu'elle fait ça très bien, c'est très émouvant et on n'a pas vraiment l'occasion de réfléchir, mais on va écouter Maya qui va nous lire Love Canal avant d'entamer la discussion. Love Canal. Janice Mirikitani. Et tu oublieras même cela. La terre, grise, ses nausées, bouillonnant à travers les lèvres craquelées du sol desséché. Maria est allongée sur son lit, entourée de pleureuses, de prétendants, de prêtres, de fils. Pleine d'amour, de ses yeux coulent des larmes de chagrin. Ses mains pâles et grises, squelettiques, égrènent les perles, l'espoir décharné des femmes qui meurent de faim. Maria, mère, amante, leur offrant un abri bienveillant, promettant des lendemains pour toujours. Et tu oublieras même cela. Il blesse le cœur, brûle, perce, cogne le sein de Love Canal. Ses livres, ses poumons se gonflent, se soulèvent, crachent. Maria rêve. Au milieu de sa douleur, sa peau est en feu. Ses cellules hurlent, ses aisselles luisent des charbons ardents de sa radiothérapie. Il a apporté un rayon de soleil, comme des tournesols tombés du ciel, faisant battre son cœur au rythme d'un jeune poulain. Et dans les ruisseaux, entourant Love Canal, ils plongeraient à petites gorgées profondément dans la peau l'un de l'autre, son corps, un canal pour l'amour, scintille de douleur, si pur comme l'eau qui dévale à la surface de sa chair. Et tu oublieras même cela. La Hooker Chemical Company déverse son poison, jette ses ordures dans les veines de la terre à Love Canal. Les mères boivent à ses puits. Les enfants dorment dans l'air parfumé des déchets enfouis. Des pères stériles fredonnent des berceuses aux enfants qui ne sont pas nés. Maria se réveille sur son oreiller toxique, trempée par les fluides de son corps pollué, sa chair enflammée, bouillonnante de douleur, comme si la terre, en colère, recrachait sa fièvre. Les prêtres et les prétendants prient. Ils n'ont pas peur du mal. Pas peur du mal. Peur, mal, mal. Sur son corps, autrefois, canal de l'amour. Janice Mirikitani. Du coup, je ne sais pas qui souhaite entamer le... Vas-y, Bénédicte.
Je voudrais, à partir du poème, un poème témoignage qui a été présenté ici, peut-être rebondir dans le sens de qu'est-ce qu'on veut dire quand au fait, quand Myriam tu dis c'est toujours les mêmes histoires qu'on raconte, Love Canal en est une qu'on raconte toujours, puisque que tu peux peut-être reconstituer. Peut-être juste dire en 2-3 mots. Ça m'intéressait aussi puisque c'est à nouveau un scandale urbanistique patent, si on peut même pas dire une catastrophe. Chemical Hooker Company enfouit des déchets très toxiques avec une bâche sous quelques mètres de terre dans un dépôt dont ils étaient les propriétaires et vend cette terre-là à la municipalité qui décide alors après coup, donc on est dans les années, ça doit être fin 60, début 70, là je suis pas super sûre, mais décide d'y construire un lotissement. Et au fur et à mesure que ce lotissement est habité, les habitantes, surtout, se rendent compte qu'il y a un taux anormal de fausses couches, de cancer, de morts infantiles, etc., etc. Il y en a quelques-unes qui sont en fait mères de famille, mais ayant quand même quelques notions de chimie, de biologie, ne fût-ce que par la famille, et qui commencent à faire l'enquête et qui vont donc découvrir ce qu'il y avait en sous-sol. C'est un vrai mépris aussi de comment ces femmes et ces hommes ont été traités, puisque ça a duré des années avant qu'ils ne puissent finalement partir. Et comme me disait un jour une femme à qui je racontais l'histoire et qu'est-ce qui s'est passé avec la terre, et j'y avais jamais pensé, mais cette terre est restée empoisonnée pendant des années, et ce n'est que maintenant, et au fait qu'on vient de la déposer, mais je ne sais pas où. Donc au fait, c'est toujours la même histoire, ça continue. C'est un désastre, et c'est un désastre, oui, qu'on connaît à partir du moment où la chimie, la pétrochimie, enfin tous ces produits sont faits, et dont Rachel Carson s'est quand même aussi fait une grande critique. Et donc, je dirais, au fait, quand je réfléchis beaucoup à ce que tu dis sur toujours les mêmes histoires, et au fait, je me dis effectivement, il y a comme un canon qui s'impose comme ça, Greenham, dont je participe en plus, Greenham Common, Pentagon Action et tout ça. Et néanmoins, j'y tiens. Et ça, je voudrais quand même le dire. Et au fait, le grand risque de quand tu dis toujours les mêmes histoires, c'est quand ces histoires-là deviennent un canon, deviennent le corpus. Et au fait, il suffit de les brandir, et alors on est bon, on est dans le bon. Et en tant qu'académique, très souvent les chercheuses, en plus, on a les bonnes références. On connaît le corpus. Et tandis qu'au fait, quand nous, on parle d'histoire, c'est réactiver les mémoires, comme tu viens de le dire. Et ces récits d'héritage, se laisser affecter par des choses comme Love Canal, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Raconter ces récits d'héritage, et c'est tant pour des activistes ou des activistes chercheuses, quelles qu'elles soient, se laisser affecter, c'est tout autre chose. C'est relayer ce qu'elles ont vécu, relayer et se dire « je n'écouterai plus un planificateur nous parler comme ça ». Ça veut dire je vais à la commune de Saint-Gilles écouter ce qu'on dit sur les violences policières et je revois le même mépris dans le bouge du bourgmestre, c'est le même mépris que le mépris qu'avait le bourgmestre à Niagara Falls contre les femmes. Mais non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. De la même façon dont on disait, mais non, il n'y a rien dans le sous-sol, il n'y a rien, il n'y a rien. Et mais vraiment, pour moi, ça c'est, en termes urbanistiques, c'est vraiment, le mépris, c'est une constante. Et donc, je crois que il faut faire la part, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire raconter une histoire. Raconter une histoire, c'est se laisser affecter et même se laisser hanter par cette histoire. Et ça veut dire, et c'est quelque chose que je vois maintenant en conversation avec vous, et j'y avais déjà réfléchi longtemps, pourquoi est-ce que toutes ces histoires sont toujours si sombres ? Moi, je trouve, il y a des passages dans les récits écoféministes ou d'activistes écoféministes. Je me souviens d'un passage de témoignage des femmes du Pacifique qui avaient fait leur tournée à Greenham Common et dans certains camps, que moi, je ne savais pas lire. C'est-à-dire des survivants de tests nucléaires qu'on allait chercher sur les îles
parce qu'après quelques jours, les soldats américains se disent quand même il y a un problème, on va les chercher, on les laisse dans leurs vêtements qui continuent à brûler, leur peau continue à brûler. Et elle raconte ça avec quelque chose aussi cru, quasi aussi dur que ce qu'on vient d'entendre ici et de lire ici. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de la destruction de monde, c'est de la destruction irréversible. Et très souvent, on sent que ces femmes, quand elles témoignent, elles partent de là, quand elles ravivent ça. C'est les bûchers qu'on sent dans les narines. Sarouk ne dit pas, souvenons-nous des sorcières qui étaient là au marge. Non, elle parle de l'odeur des bûchers. Et quand on commence à y réfléchir, on entend aussi peut-être des implorations, on entend peut-être aussi des cris, on s'imagine tout ça, ce désastre-là. Et donc, ces histoires-là, elles doivent continuer à être racontées et d'autres doivent se rajouter, mais sur un mode qui les fait importer. Et c'est ça, quand on dit que les écoféministes ont cet art du récit et de rajouter, de raviver des mémoires, c'est de dire, nous leur devons quelque chose. Nous sommes tenus par ça. Il y a des choses que, dans le texte sur des femmes contre des missiles, c'est comment relayer cette lutte. C'est toute la question. Et elles le disent elles-mêmes à Greenham Common. S'il vous plaît, ne nous remémorez pas. On n'a pas besoin de commémoration et tout ça. On a besoin qu'on soit relayé. Et si je peux finir sur les femmes du Pacifique, parce que j'ai été relire il n'y a pas si longtemps, parce que je me souvenais que c'était très dur et que je ne voulais pas y retourner. Et j'ai quand même été voir, et il y en a une qui dit « Si je m'adresse à vous, Anglaise, c'est pas pour vous voir pleurer. Nous avons assez pleuré pour nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de ça. Par contre, si je viens ici, c'est pour vous demander quel sera votre avenir. Qu'est-ce qui vous arrivera le jour où vos terres seront polluées ?» Et donc, c'est là qu'elles prennent cette figure de « Nous sommes en première ligne confrontés à tout ça, mais un jour, ça vous arrivera. » Donc, on vient, en fait, pour voir est-ce que quelque chose est possible dans cette discussion autour de qu'est-ce qui est en train de se passer à nos terres, avec un ennemi qui est, grosso modo, le même si vous êtes dans une position bien plus privilégiée que la nôtre. Donc, je voudrais dire par là que je suis d'accord qu'il faut démultiplier les histoires, mais pas y aller trop vite. C'est-à-dire, je pourrais commencer à raconter des histoires sur les Ogonies en Afrique, mais ça se travaille. En fait, ça se travaille. Une histoire de se laisser affecter, de se laisser happer, et puis, une fois qu'on s'est happé, de ne pas juste reproduire ça avec des larmes et des larmes et des larmes et des larmes, puisque c'est pas ça qu'elles demandent. Cette femme du Pacifique disait très clairement, nous voulons que vous repreniez nos luttes. Et qu'est-ce que vous en faites là où vous êtes? C'est ça qu'on vient vous demander à Greenham Common. Vous pensez bien que ces textes ont circulé, quoi, que ça demandait. Donc, voilà, sur un certain moment, je me disais même un récit d'héritage, puisque c'est un peu de ça qu'il s'agit, des récits hérités, d'héritage et tout ça, c'est toujours un acte de transformation. S'il n'y a pas de transformation, alors c'est usual, business as usual, en tant que chercheuse en tout cas, et académique, voilà, on a été voir les archives, etc. Moi, les femmes contre des missiles, ça m'a positionné autrement. Autrement, c'est la première fois que j'ai commencé à réfléchir aux rêves, à la joie, à toutes ces choses-là. Et donc, ça demande un certain temps. Et je dirais aussi ça, il y a un appel à plus d'histoire, il nous en faut beaucoup plus. Mais il faut aussi se laisser le temps de se laisser happer par ça et de passer par la destruction. Et ça, c'est sine qua non, et tu le disais, c'est pour ça que je le reprends aussi. Cette part des mondes ont été détruits, c'est crucial en fait. Et dans toutes les histoires qui ont circulé, c'est ça le point de départ. Et parfois, dans la théorisation, on n'a plus ça. On a juste, elles ont occupé la base, c'est super, truc bidule. Et on se dit, ouais, mais on oublie la terreur avec laquelle elles sont arrivées là. Mais c'est peut-être aussi le côté dramatique de toutes ces histoires que ces femmes ont entendues ou ont lues, qui ont fait qu'elles ont activé leur imagination pour rendre leur lutte joyeuse et pour peut-être dépasser ce côté dramatique. Isabelle ? Je ne crois pas qu'elles pouvaient l'espérer. C'est pour ça que je parle de transformation spirituelle. Ça leur est arrivé. Elles l'ont fait parce qu'elles ne pouvaient plus supporter la peur, la terreur, les cauchemars de destruction, et voir leurs enfants en sachant que
qui pouvait être détruit et sentir que toute la Terre était dans cette même situation. Donc, au début, je crois que ça commence par l'insupportable, et puis se produit cette mutation. Enfin, cette transformation spirituelle qui fait que, au lieu d'être seul terrorisé, on se retrouve ensemble à imaginer. Et l'imagination, là, elle est vraiment, me semble-t-il, collective. Elle est quelque chose qu'on crée. On n'a pas de l'imagination. De l'imagination surgit entre ces femmes et grâce les unes aux autres. Donc, je crois que c'est vraiment un événement, et c'est ce type d'événement que je pense les activistes aujourd'hui tentent de cultiver. À Notre-Dame-des-Landes, par exemple, ou ailleurs, ils racontent aussi des choses. Et tu posais la question et les académiques là-dedans. Ben, j'ai l'impression que, je veux dire, l'histoire de l'écoféminisme, quand, après les années 80, ben, apparemment, on a cru qu'il n'y aurait pas de guerre, etc. Les activistes ont comment dirais-je, se sont dispersés, ou plus ou moins dispersés, sauf les sorcières qui continuent à combattre. Et c'est là que la théorie a pu s'emparer du champ et qu'on a pu commencer à enterrer l'activisme, parce que, paraît-il, la théorie, ce qui se concocte à l'université, n'existe et sonore de la distance qu'elle prend par rapport à l'activisme. Et je crois que c'est ce principe de distance qui tue l'université. Je travaille pas d'ailleurs pour défendre l'université, mais enfin, c'est pas pour défendre l'université que je dis que ça la tue et que donc il faudrait pas. C'est parce que je crois qu'elle mourra déshonorée. Je crois qu'elle pourrait très bien mourir de toute façon, mais autant qu'elle meure dans l'honneur que dans la honte. Et il me semble que ce que Bénédicte a dit, eh bien c'est un peu ce rôle de relayeuse. Raconter, c'est relayer quelque chose de ce qui s'est passé. Et c'est donc ce relais dont l'activisme a besoin. Moi, je défends pour que les académiques, quand ils le peuvent, puissent se rendre capables de faire relais et d'enrichir en relayant, de réinventer en relayant, mais toujours devant ceux qui sont à l'origine de ces histoires. Jamais en disant, je vais d'ailleurs vous dire quelque chose qu'elles ignoraient, les malheureuses, elles n'étaient pas à l'université. Non, c'est pas prendre le pouvoir en relayant. C'est au contraire relayer devant et dans l'espoir que ça pourra enrichir des luttes ou créer des nouvelles connexions. Dans l'espoir que ça pourra surmonter ces divisions académiques qui sont, comment dirais-je, à peu près le pire produit que l'académie ait à offrir au monde. Donc j'ai l'impression que le rapport aux activistes qui ne fait pas directement des universitaires des activistes, je suis très peu activiste physiquement, je vais dire moi-même, quoique parfois, mais c'est penser devant les activistes et accepter l'épreuve que ce qu'on peut dire, on peut le dire grâce à elles et grâce à elles. Tu souhaitais intervenir, Myriam? Il y a beaucoup de choses, je vais essayer de trier dans ma tête. Oui, pour les histoires, j'aime beaucoup comment tu as dit se laisser toucher par elles ou se laisser submerger. Et c'est ça, en fait, pour moi, ce que je nomme quand je dis théorisation. C'est qu'il y a ça qui s'enlève, en fait. Et vraiment, je le vois, je l'ai fait. Hein. Même moi-même, je l'ai fait. Hein. Enfin, ça m'est arrivé d'écrire des trucs à la fac sur l'économie et j'ai senti que je citais, en fait. Je citais. Et à aucun moment, je me suis laissée embarquer, en fait. Et je pense qu'il faut être très lucide. Je pense que beaucoup d'universitaires, on l'a fait et c'est ce qui est requis d'une certaine manière. Donc, c'est très vicieux, je trouve, comment ça peut se... Quel rapport, en fait, on peut avoir au récit et à ces figures.
Et je comprends tout à fait ce que tu veux dire quand tu dis laisser le temps et déjà apprendre ces histoires. Quand on dit Love Canal, tout le monde le connaît, mais en fait, déjà pas du tout. Moi, je connais plein de gens qui connaissent pas du tout cette histoire. Donc, même les histoires qu'on considère un peu comme canoniques, d'une certaine manière, la plupart des gens qui n'ont jamais entendu parler d'écoféminisme, ne sont absolument pas familiers de ces histoires-là. Mais, là où je suis plutôt critique, c'est de me dire, et ça répond aussi à la question de l'académisme ou la position universitaire là-dedans, c'est pour qui on écrit en fait. À qui on s'adresse en fait et là en fait ça détermine un peu tout quoi. Parce que on peut pas écrire pour tout le monde, ça c'est clair, c'est pas du tout un truc qu'il faudrait faire. Mais par contre, il y a des gens qui sont plus visés que d'autres. Et à la fin, au bout de 10 ans, si on se dit, tiens, il y a, je sais pas, des femmes cisgenres, principalement hétéros, plutôt blanches, elles ont ce type de récit-là dans lequel elles peuvent se reconnaître, c'est super, mais quid des autres, en fait? Où sont ces histoires-là? C'est ça, en fait, que je veux questionner quand je dis, on peut plus se baser sur les mêmes histoires. C'est qu'elles marchent, mais elles marchent pour un type de personne, en fait. Et heureusement, enfin, c'est super qu'elles soient là pour ce type de personne, mais quid des autres? Qui sont complètement absents, des histoires, des narrations, comme je dis, des actrices, etc. Donc ça, premièrement, et du coup, ça me fait réfléchir sur pour qui on écrit. Et c'est une question que je me pose aussi. Je commence un doctorat, on est en 2020, je suis dans un monde, j'ai l'impression que c'est en dé que je me dis, mais pourquoi je fais ça, quoi? Vraiment, et ça pose vraiment la question de pour qui? Qui va être bénéficiaire, en fait, de tout ça, hormis moi? Et je pense que c'est une question assez fondamentale à l'université, parce que peut-être on se pose pas forcément assez, ou on a l'impression que c'est tellement objectif de toute façon que juste c'est, en fait, et ça existe en soi. Et en fait, non. Et ça m'amène à dire qu'en fait, je crois qu'on peut pas écrire ou étudier l'écoféminisme, en fait. Ça n'existe pas pour moi. Sinon, c'est pas écoféministe, en fait. C'est juste, c'est vraiment antinomique, complète. Quelqu'un qui me dirait, voilà, je fais, je sais pas, une thèse, un bouquin, un machin sur l'écoféminisme, mais moi, voilà, j'étudie ça. Déjà, ça me paraît hyper suspect, en fait, comme attitude. Et du coup, c'est pas écoféministe. Enfin, je sais pas, il y a vraiment un truc, pour moi, c'est le seul sujet, entre guillemets, où ça, mais je pense qu'il y en a d'autres, hein, mais, où on se laisse complètement happer, et on revient à ce que tu disais, de se laisser toucher, en fait, et de se laisser transformer. Je crois que c'est un peu ça, ouais. Je me permets de rebondir parce qu'en fait, ça me fait très fort penser à ce que tu nous as raconté quand on a préparé ce rendez-vous lors d'une manifestation à Bure de femmes qui s'étaient réunies et qui ont utilisé tous les mêmes artefacts, tous les mêmes artifices qu'ont pu utiliser les femmes précurseuses du mouvement qu'on qualifie d'écoféministe. Et j'aimerais que tu le racontes, en fait, parce que je trouve ça génial de se dire que ces femmes n'avaient absolument jamais entendu parler de tout ce qui s'est fait dans les années 70-80 et qu'elles ont reproduit à l'identique, quasi, les mécanismes pour manifester leur colère. Alors oui, à Bure, donc pour faire un petit point très très rapide, c'est un lieu aujourd'hui de résistance à un projet d'enfouissement nucléaire qui s'appelle CIGEO et qui est un projet complètement... je sais pas quel mot utiliser, complètement délirant, quoi. Enfin, c'est les chiffres, les dates, les prévisions sont. On est vraiment dans un autre monde. Là, pour le coup, on parlait de monde. Là, on est vraiment, c'est un monde complètement parallèle. Bref, et je vis là-bas. Et c'est un habitat, des habitats collectifs, et c'est une lutte. Et il y a eu 2 événements en mixité choisie. Donc, j'aurais tendance à nuancer, c'était pas des femmes, c'était sans hommes cisgenres. Et du coup, c'est pas pareil. Non, mais t'excuses pas du tout. Mais c'est pareil aussi, ça fait aussi partie de cette mémoire écoféministe où on a souvent tendance à dire les femmes. Et en fait, là, non. Il s'avère qu'il y avait, que c'était pas du tout c'était pas à partir de là, en tout cas, qu'elle voulait parler. C'était plutôt dire une mixité choisie sans hommes cisgenres. Ce qui décale un peu aussi en termes de bien genre. sûr, c'est pas du tout la même chose, oui, effectivement. Voilà. Mais mon souvenir était tronqué. Non, mais c'est pas grave. Enfin, je trouve que ça révèle aussi beaucoup de qui sont les sujets, encore une fois, de l'écoféminisme actuellement. Et donc, c'était à partir d'un groupe qui s'appelle les Bombes Atomiques, qui existe toujours et qui est un super groupe en mixité choisie, sans mexis. Il y a eu 2 événements qui ont été organisés, donc un week-end en septembre à Montier et une semaine en février. Pendant la semaine, en fait, il a été décidé de faire un carnaval écoféministe. Carnaval que moi je qualifierais d'écoféministe, mais qui n'était pas écoféministe selon elle, parce que en fait, elles ne voulaient pas s'inscrire dans cette mouvance écoféministe qui paraissait, et elles veulent toujours pas d'ailleurs, et c'est tout à fait respectable, parce que
cette connaissance, en tout cas de l'écoféminisme, j'ai l'impression qu'elle est quand même encore très liée à l'université aujourd'hui. En fait, pour avoir accès à des textes écoféministes, il faut quand même être passé par une sorte d'intellectualisation à un endroit. Moi, j'ai vraiment l'impression de ça, mais peut-être que c'est faux, je sais pas. Et donc, il n'y avait pas du tout cette volonté de passer juste par des livres, en fait, de faire une lutte à partir de bouquins. Je pense que ça avait aucun sens pour elle. Deuxièmement, il y avait ce spectre-là de l'essentialisme et de la spiritualité où, pour le coup, c'était juste pas possible d'y aller. Et troisièmement, c'était ce truc des femmes aussi, des femmes en tant que femmes et voilà. Enfin, donc il y avait un mouvement assez suspicieux par rapport à l'écoféminisme. Et moi, j'y suis allée en amenant un peu cette vibe et de se dire, on va discuter de ça. Et c'était super. Mais ça veut pas dire qu'à l'intérieur même du groupe des bombes atomiques, il n'y a pas d'écoféminisme. C'est pas exactement pareil. C'est pour dire que l'identité, en tout cas, la façon dont elles se revendiquent, n'est pas dans l'écoféminisme. Mais elles en parleraient mieux que moi. Allez voir leur site. Il est génial. Et elles se réclament beaucoup de Greenham, par exemple. Il y a énormément d'archives sur leur site. Enfin, elles se situent, en tout cas, dans une espèce de mémoire avec d'autres luttes qui ont lieu ailleurs, mais pas dans l'écoféminisme. Et rien que ça, c'est hyper intéressant à questionner. Mais bref, et pendant la semaine, donc déjà, c'était une semaine en mixité choisie sans mixisme. Moi, j'avais jamais vécu ça de ma vie. J'ai passé une semaine vraiment et je me souviens qu'il y avait une scène où c'était un voisin qui était venu pour dire qu'on faisait trop de bruit et qui performait la masculinité de façon vraiment théâtrale, quoi, et qui est rentré dans la maison. On l'a toute regardé avec des yeux. Enfin, ça faisait une semaine qu'on n'avait pas vu de mec, on avait oublié ce que c'était, quoi. Enfin, non, mais c'était trop beau pour voir de voir à quel point ça, nos imaginaires, enfin nos rapports, relations de genre, en fait, avaient muté. Enfin, bref, moi je regardais ce mec comme une espèce d'alien. C'était magnifique. Et bref, à la fin de la semaine, donc voilà, énormément d'activités, d'ateliers aussi, de réappropriation de choses très artisanales aussi. On n'était pas là pour parler politique, quoi. Enfin, à la manière des mecs, on a aussi beaucoup fait. On a chanté, on a joué. Enfin, vraiment, c'était magnifique. Et à la fin de la semaine, donc, il y a eu un carnaval. On a défilé en fait jusque devant l'Andra, donc qui est le laboratoire. Un peu le lieu de fabrication de la mort, en fait. Moi, j'appelle ça à cet endroit qui est à quelques kilomètres de Bure, en fait. Et pendant ce carnaval, il y a eu des marionnettes qui ont été faites, qui représentaient les dirigeants de l'Andra. Il y a une clé qui a été faite pour et en fait le scénario. Donc voilà une histoire. Le scénario, c'était de se dire le projet CIGEO est abandonné. En fait, voilà, c'est bon. L'Andra a compris. Et il y a eu même rédigé, je crois qu'on peut encore la trouver, une fausse lettre, en fait. D'ailleurs, des gens ont cru que c'était une vraie lettre. Enfin, c'était n'importe quoi cette histoire. Et du coup, on nous a envoyé des mails en disant oh, mais c'est super, le projet a été abandonné. Puis il a fallu leur expliquer que non, en fait, ça faisait partie du théâtre un peu écoféministe qui avait été mis en place pour cette action, et c'était une vraie action. Enfin, il y avait, je sais pas, on était 200 personnes, quoi. Enfin, c'était énorme pour la maison où on est, et en plein milieu de nulle part, il pleuvait, et tout le monde avait des masques colorés, et il y a eu le défilé comme ça, et puis il y a eu une clé énorme qui a été faite, et elles ont mis littéralement la clé sous la porte, quoi. Et c'était trop beau de voir que, enfin, comment dire, le sens très littéral, en fait, de cette expression avait été fait de manière hyper ironique, et une des personnes s'était déguisée en fait en un des dirigeants de l'Andra pour dire voilà comme quoi le projet était abandonné, et puis la joie, quoi, après, enfin vraiment ça. En fait, on célèbre le fait que ça soit fini, même si c'est pas fini, et en fait ça vaut en soi de ce que ça révèle, en fait, dans cet endroit en plein milieu de la Meuse, à 200 personnes sans mec cis, avec des masques et à moitié à poil, quoi. Enfin, c'était et moi je le vois comme une action, mais évidemment écoféministe, quoi, mais ça pose la même question de se dire comment on se situe, enfin je sais pas, la situation et la positionnalité écoféministe, à quel endroit elle peut être assumée ou pas. Mais moi en tout cas, j'ai vécu ça comme une vraie action écoféministe, et je suis hyper chanceuse de me dire qu'à 26 ans, en 2020, j'ai pu vivre en fait une action écoféministe, quoi. Peut-être qu'on n'a simplement pas besoin de l'étiquette non plus. Exactement. Pour dire, voilà, on fait une action, parce que là, en fait, ce que tu expliquais, c'est que toutes les personnes qui avaient pris part à ce carnaval n'avaient jamais entendu parler de l'action Pentagon Papers, qui aussi a utilisé des marionnettes et a joué autour des grilles, où moi, ça m'évoque très fort cette lutte des nounours qui a eu lieu à Greenham Common aussi, qui s'est fait dans la joie et dans le rire. Mais est-ce que, finalement, vous pensez que ces étiquettes, ou cette étiquette d'écoféministe est requise, finalement, parce qu'en fait, en soi, on peut construire des actions sans avoir besoin d'être labellisé de quoi que ce soit. Isabelle? Je crois que, enfin, j'ai très bien vécu avant que Bénédicte revienne de Berkeley, ayant découvert des archives Starhawk avec le titre sur la farde écoféminisme. Ah, pour moi, c'était une catégorie académique, et sans beaucoup, enfin, avec plein de conflits
qui me semblait, irrelevant, sans pertinence. Et je crois que l'activisme, il invente ses propres étiquettes du moment. Et l'étiquette écoféministe n'était pas... Et de toute façon, je pense que c'est comme ça avec le féminisme. Le féminisme, j'ai écrit ça d'ailleurs quelque part, n'existe qu'à se réinventer. Ceux qui disent il y a des acquis du féminisme enterrent le féminisme. Tant que ce monde restera plein d'oppression, plein de gens disqualifiés, plein de paroles coupées ou méprisées, etc., le féminisme gardera son sens. Simplement, il deviendra de plus en plus aigu. Des choses qui allaient de soi n'iront plus de soi. S'il y a un progrès, c'est ça. C'est que de moins en moins de choses aillent de soi. Et donc, le fait que tout à coup, on fasse cause commune contre la destruction et l'oppression entre ce qu'on appelle la nature et ce qu'on appelle les femmes, on pourrait dire c'est un progrès parce qu'on n'admet plus comme allant de soi que la nature soit soumise à nos projets d'extraction, etc. Mais c'est le seul progrès que j'admette dans des trucs activistes, c'est ne rien laisser passer de moins en moins. Et ça, je crois que ne plus laisser passer ceci ou cela, c'est quelque chose que l'université ou l'académie est incapable de créer. Il fonctionne dans des cadres donnés de ce qu'on laisse passer, de ce qu'on ignore, mais par contre peut relayer. Et ce relais est une des manières de le relayer vers les générations jeunes que notre métier est de recevoir. J'ai toujours conçu que la seule chose importante dans mon métier, c'était les étudiants. Et que quelques étudiants reçoivent cette chose et le relais ailleurs, pas forcément à l'académie, autrement, c'est la seule chose dont je puisse être contente dans ce métier. Tu voulais réagir, Myriam ? Oui, c'est juste sur le... Ah mince, ça m'est sorti. Non, c'est bon, je l'ai. Tu dis relayer et moi je me suis aussi beaucoup questionnée sur pareil la place à l'université et quel sens et pourquoi et en fait à quel moment c'est pas une forme de temps perdu aussi par rapport à tout ce temps et cette énergie qu'on pourrait investir dans des projets concrets quoi. Enfin ça c'est une question qui est extrêmement présente dans les milieux militants aussi. Voire être chercheuse c'est très mal vu. Et c'est drôle comment ça s'inverse aussi la norme où au contraire c'est une forme de reconnaissance sociale absolue dans la vie urbaine capitaliste quoi et par contre dans les milieux où au contraire on essaie de se politiser ailleurs c'est très très suspect d'être chercheuse et ben en fait en voyant la webconférence dont je vous ai parlé tout à l'heure il y a une personne donc je crois que c'était Véronica Santana qui parlait et qui disait moi comment dire, les personnes à l'université, les femmes à l'université qui portent ce type de sujet, etc. Ben en fait, c'est énorme en termes de représentation ce qu'elles font en fait. Et moi, c'est pas quelque chose qui me parle trop la représentation en général de toute façon, mais en fait de l'entendre de sa bouche, de se dire en fait oui peut-être que pour une personne qui veut faire un master, qui veut faire des études en fait tout simplement, de se dire qu'il y a eu des prédécesseuses en fait. Qu'il y a eu des nanas qui ont bossé là-dessus et qui sont là aujourd'hui et on peut trouver leurs bouquins en fait et les lire. Peut-être que c'est une valeur immense. Et ça, je m'en étais pas forcément rendu compte avant d'avoir écouté la vidéo, mais voilà, du coup, ça me faisait penser. Tu dis relayer, moi je peux dire représenter. Enfin voilà, tout ce truc-là en fait est beaucoup plus important que ce que je pensais. Et donc voilà, peut-être une des voilà ce qui pourrait sauver l'université éventuellement. Oui, que vous acceptiez de jouer le rôle de passeuse. Tu voulais ? Oui, je voulais encore rajouter à tout ce qu'elles ont déjà dit. Je crois qu'il faut pas aller trop vite sur est-ce qu'on garde l'étiquette, on ne la garde pas. C'est clair que si l'action est de commencer à mettre des étiquettes pour aussi pouvoir dire oui, mais non, à un certain moment c'était dit, ça se l'est, ça ne l'est pas. Alors ouais, là c'est une catastrophe. Arrêtons tout de suite. Par contre, je crois que c'est quand même important de se souvenir que ce mot, à un certain moment, ce qu'il a porté. Donc, quand ces femmes au Massachusetts disent « Nous allons inventer ce mot pour dire le combat commun contre toutes ces violences qui, selon nous, sont reliées à une même origine ou quelque chose qui est de commun, qui a une matrice commune », ça, c'est un acte important. Et la même chose, je dirais, sur quand on dit « Tiens, il y a quelque chose d'écoféministe dans cette action », je crois que c'est une façon de juste dire tiens il y a quelque chose qui se passe là que je reconnais et que il faut pas trop vite laisser tomber
L'idée que ça pourrait être intéressant. Et alors, c'est une étiquette qui juste permet peut-être des passages entre des actions. Et que c'est peut-être ça qu'il faut se dire que, par exemple, quand je disais Green Uncommon n'était pas une action écoféministe, mais des gens qui le regardaient, et c'était surtout des femmes marxistes, se disaient, c'est autre chose que ce dont on a l'habitude. Et elles ont trouvé ce mot, puisqu'il y avait Ines Stracking-Winker qui était à Green Uncommon et qui disait, c'est une action, c'est avant tout une action, c'est une façon d'agir. Et ces marxistes disaient, c'est peut-être de ça qu'il s'agit. Et ça donne juste le sort de parfum. Et que ça, je crois que c'est utile de quand même dire, tiens, quand il y a ce coltiner à la destruction des mondes, ne pas lâcher, défier les pouvoirs et célébrer notre persistance malgré tout ça, il y a quelque chose de l'ordre de l'écoféminisme. Après, on peut appeler ça autrement, c'est pas ça, mais de quand même honorer l'événement. Je dirais, ou de la réussite. Ça n'arrive pas tout le temps que ce soit possible. Et moi, il y a pas longtemps, j'ai relu un passage de Bell Hooks que je voulais utiliser, et je me disais, au fond, moi, je trouve que Bell Hooks, dans la façon dont elle raconte ces navires négriers et les tortures qui se passaient, et comment, quand même, les esclaves après, comment ils se reprennent, comment des choses passent ou pas. Il y a quelque chose, pour moi, d'écoféminisme. Ce serait ridicule de dire que Bell Hooks est écoféministe. Mais il y a quelque chose dans le geste. Et pour moi, l'écoféminisme, c'est ça, c'est un geste, c'est une prise, c'est une façon de... Et que c'est ça qu'on veut cultiver. Et de le cultiver à l'université, et c'est intéressant de dire, étudier l'écoféminisme, c'est un peu absurde, au fait. C'est plutôt ce geste, cette façon de faire et de penser, cette façon d'activer la pensée. Et c'est de là que moi, je me sens héritière et écoféministe, et c'est depuis peu que je dis, je suis écoféministe, parce que je me dis, au fond, si on peut se dire marxiste, pourquoi on ne peut pas se dire écoféministe ? Et donc, c'est une sorte de... voilà, c'est à partir de là, de ce geste-là, que d'autres ont déjà posé. Pour moi, Rachel Carson, c'est quelqu'un que j'admire vraiment. Comment est-ce qu'on passe par là, par la description de ces écureuils qui meurent et tout ça. Et c'est insupportable à lire et de mener la réflexion. Parce que c'est ça aussi. À partir de là, rêver l'obscur ou penser au bord du gouffre, pour moi, il y a quelque chose chez ces penseuses que je retrouve chez Isabelle, que je retrouve aussi chez Donna Haraway, chez Deborah Bird-Rose, et il y en a plein d'autres. Donc, à nouveau, mes références sont assez blanches, mais c'est ce geste qui, moi, m'intéresse. Et donc, voilà, on lui donne un nom, mais c'est assez désolant quand on vient alors nous dire on va étudier les écoféministes pour voir est-ce que c'est bon, c'est mauvais, est-ce que ceci, est-ce que cela. C'est pas de ça qu'il s'agit, quoi. Je te remercie. Vous avez toutes les deux enlevé votre masque, qui est le signe que vous voulez prendre la parole. Donc, à qui donnais-je la parole ? Myriam, je t'écoute. Je vais juste revenir sur ces trucs d'étiquette. Moi, il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai constaté une espèce de... J'étais très triste en fait de ce à quoi ressemblait l'écoféminisme en France aujourd'hui, et je voyais plusieurs événements et vraiment ça m'a beaucoup touchée, je crois, et beaucoup démoralisée, et je me suis remise en question pour savoir si je voulais encore en fait continuer à militer à l'intérieur de ce terme où j'avais l'impression d'être en constante lutte, de convaincre les gens que non, en fait j'étais pas une allumée, et qu'en fait peut-être que oui, mais en fait c'était politique quand même, et enfin j'ai l'impression que c'est toujours essayer de convaincre les gens que c'est pas ce qu'on croit, en fait. Et c'est épuisant, je trouve, à la longue. Et je me suis dit, à un moment donné, peut-être qu'il faut plus que je milite à l'intérieur de ce terme. Et finalement, non. Non, mais j'ai décidé de le garder parce que en tout cas, ce qu'on constate assez fort, c'est une récupération, en tout cas, de capitaliste, marketing, greenwashing, on peut l'appeler comme on veut, de l'écoféminisme aujourd'hui en France, mais énorme. Enfin, vraiment, les publications, les événements, les festivals, il y a vraiment un marché en fait qui se met en place de vendre des cristaux de sorcellerie écoféministes, c'est super, qui viennent de l'autre bout du monde, d'Anna qui sont en train de crever pour les extraire, des culottes coton bio, c'est génial, et en fait on achète ça, on est écoféministe, de faire de la broderie, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc, un message marketing écoféministe aujourd'hui, et qui est vraiment difficile, quoi, et dur. Enfin, faut en plus militer contre eux maintenant. Et je me suis dit, ils vont pas m'avoir ça aussi, en fait. Ils vont pas avoir ce terme aussi, en fait. Ils ont pu avoir tellement de choses, enfin, ils ont pu récupérer tellement de choses. Et ben, je ne vais pas leur laisser avoir ce terme. Et je crois que c'est ce qui s'est un peu passé avec le féminisme. Moi, j'ai pas du tout la même histoire avec le féminisme de toute façon, mais je me suis dit qu'à un moment donné, peut-être des personnes se sont dit ça, en fait. Se sont dit,
on va pas arrêter d'être féministe juste parce qu'il y a une fraction en fait de féministes libérales, blanches, qui ont décidé qu'elles s'appropriaient ce terme en fait. Mais voilà, enfin ça me faisait penser à ce que tu disais sur ce truc d'étiquette. Moi maintenant je le réclame d'autant plus, je le réclame en fait d'autant plus parce qu'en face il y en a d'autres qui sont prêts à l'utiliser pour des choses que je trouve tellement désolantes qu'il a d'autant plus de valeur en fait dans ma bouche. Mais est-ce que ça me parle parce que du coup ça pose la question de savoir si Françoise Daubonne n'a pas créé entre guillemets le terme justement pour se distancier des féministes institutionnelles à son époque. Donc du coup on en revient, on boucle la boucle. Isabelle, tu voulais intervenir? Non, c'était un peu dans le même genre. Moi je ne connais qu'une manière de ne pas hurler avec les récupérateurs. Enfin, je ne la connais parce que c'est elle que je cultive. C'est de l'insolence. Et les vrais écoféministes sont insolentes envers tout pouvoir. Tout pouvoir, non pas parce qu'elles haïraient le pouvoir par principe, mais parce qu'elles savent que ce pouvoir, sa réussite, c'est de les séparer de leur propre puissance. Moi, une des choses qui m'a très impressionnée dans toutes ces histoires et que Starhawk reprend très bien. Bon, je reviens toujours à elle parce que c'est elle avec laquelle j'ai vraiment appris à penser ces choses-là. C'est la puissance des femmes. Ressusciter, réclame la puissance des femmes. La puissance des femmes fait peur aux hommes, dit-elle. Et c'est dommage pour eux, parce que cette peur les mutile. Donc c'est aussi, et ça c'est quelque chose dont j'avais le sentiment très ancien, c'est être féministe, c'est lutter pour les hommes aussi. Parce que autrement, comme bénéficiaires amnésiques, comme nous avons été par rapport aux colonisations, autrement, eh bien ils sont aussi victimes, ils sont aussi séparés de ce qu'ils peuvent par le pouvoir qu'on leur donne, pouvoir sûr, comme dit. Donc j'ai l'impression que quelque chose comme la manière doit être cultivée, une manière insolente, pas une manière justicière. Parfois, quand je t'entendais parler, quand on discutait, il y avait une chose un peu culpabilisante, mais vous ne défendez pas les luttes des femmes africaines. Je crois aussi qu'on apprend à faire du travail là où on est, et ça peut vouloir dire traduire. Moi, je traduis beaucoup, mais on traduit ici, et pour des gens qui vont vous lire dans votre langue. Mais les choix de traduction peuvent être insolents. Ah, vous trouvez que c'est ridicule, eh ben, je le traduis, et d'autres liront malgré vous et derrière votre dos. Donc, je crois qu'il ne faut pas se sentir ni coupable, ni, comment dirais-je, suis-je à ma place? Oui, on est à sa place si on fait sa place. Si on a la puissance de faire sa place, c'est-à-dire de faire une différence. Et cette différence, elle ira où elle peut. Peut-être qu'elle ne touchera pas la femme de ménage portugaise ou marocaine. Peut-être qu'elle touchera une fille qui se sent habilitée à lire ce qu'on fait, etc. Mais peut-être que celle-là réussira à faire une différence pour la femme marocaine ou portugaise, ou Dieu sait quoi, portugais, ça c'était dans le temps. Maintenant, les portugais sont plus des femmes de ménage. C'est des générations. Mais c'est comme ça de génération en génération, je pense. On jette une bouteille, on ne sait pas qui la lira. Mais en tout cas, ce qui est configuré est pour en appeler à quelque chose que seul l'autre pourra produire. On se met dans la dépendance de l'autre. Il n'y a pas de choses qui garantissent son propre effet. C'est ce que Haraway, que certains avaient dans le temps appelé écoféministe, qui parfois, il lui est arrivé de se dire écoféministe, figure par le jeu de ficelle. Un jeu de ficelle, c'est avec deux mains, puis deux autres mains, donc d'une autre personne, le plus souvent, enfin, sauf qu'on peut le jouer avec les pieds aussi, reprend le motif, lui fait subir une transformation et le recampe sur sa main, et c'est un autre motif. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est le geste de tendre un motif
attend que quelqu'un d'autre le reprenne à sa manière et le transforme autrement. C'est un peu ce que j'appelle relais. Mais il faut réussir à fabriquer un style qui appelle à quelqu'un d'autre, qui fasse relais. Et c'est pas, à mon avis, un style de justicier, mais quoique ça peut donner des coups. Je veux dire, on peut être aussi agressif et insolent que faire se peut, mais l'important c'est que ça passe ailleurs. Eh ben moi, ça me semble vraiment une belle manière de conclure la discussion, parce que toutes les trois, je crois qu'à chacune à votre niveau, vous jouez ce rôle de passeuse depuis votre position et avec justesse. En tout cas, je vous remercie 1000 fois d'avoir partagé avec nous. Et pour clôturer, je vous propose d'écouter un texte qui a été écrit en hommage aux femmes de Greenham Common. Un mémo pour la paix. Ce poème est dédié aux femmes du camp pour la paix et à toutes celles qui, dans leur quotidien, luttent pour la paix et la liberté. Supposons que nos présupposés sont faux, que nos dirigeants, nos politiciens ont raison et que nous avons tort, que ceux qui ont le pouvoir savent ce qui est mieux pour nous, qu'ils ont nos intérêts à cœur. Et si nous supposions qu'ils n'ont pas de cœur, qu'ils sont bons et adultes et sages et que nous sommes mauvais, des enfants stupides qu'il faut ramener à la réalité, ramener dans le droit chemin et à qui il faut montrer comment se comporter. Supposons qu'il n'en est rien. Et rien. Et renversons-leur ces présupposés à la tête jusqu'à ce qu'ils tremblent et gémissent et implorent notre grâce et notre pardon. Et rappelons-nous bien que nous sommes nombreuses, qui luttons, qui crions, qui souffrons en silence, même celles qui ont brûlé pour que nous n'oublions pas, qui défilons dans les défilés, bloquons les ambassades, faisons campagne et manifestons, signons les pétitions, écrivons aux journaux, faisons pression sur les parlementaires qui souvent ne sont pas écoutés, qui joignons nos mains, qui chantons les chansons, qui écrivons les paroles, qui jouons la musique, qui encerclons les barricades avec des clowns et des enfants, qui tissons des rubans colorés entre les barbelés, qui offrons des fleurs aux soldats, qui allumons les bougies en chantant doucement dans la nuit, qui allons en prison, nous, qui croyons à la paix et soutenons la dignité de la vie humaine, le sacré de notre planète, qui condamnons les meurtres, les viols, les missiles, les poisons, les violations, les tortures, les dissimulations, les dénaturations, la pornographie, les mensonges, les présupposés. Nous devons nous rappeler que nous ne pouvons pas toutes avoir tort. Et que nous vivons en conscience, malgré les inconforts qui élevons nos voix, malgré le mutisme qui nous renforçons, malgré la douleur, nous qui défions les présupposés, survivons. Sous l'indifférence glaciale des va-t-en-guerre, la rhétorique de marbre des politiciens, la vigilance armée uniforme, nous agonisons et pleurons, crions d'une seule voix pour la paix. Vive Wynand, 20 novembre 1982.
35 women campers for peace, breaking the law so there'll be no more war. We don't want your laws, we don't like your cause, we won't fight your wars, chant down Greenham. 35,000 women for peace, embracing the base, so there'll be no more war.